Bonjour et bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Berthierville, parents et adolescents se mobilisent contre l'intimidation à l'école. La chronique Bac vers le futur de la TVC de la Matapédia fait le point sur les activités de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles. Dans Port-Neuf, l'entreprise Artefact Urbain, offrant des services de médiation culturelle et de mise en valeur du patrimoine, est en pleine expansion. Dans la Métis, la question du découpage des circonscriptions électorales soulève encore bien des questions. À Vaudreuil-Dorion, les citoyens se posent la question sur la place qu'occupent les jeunes dans leur communauté. Dans Charlevoix, un grand hommage à Pierre Lavoie dans le cadre de la virée nordique. À Montmagny, l'étude de l'astronomie devient plus accessible aux jeunes grâce à un planétarium gonflable. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre au Mont Logan, ainsi que dans les montagnes avoisinantes du parc de la Gaspésie, où les coupes d'arbres en haute altitude menacent l'habitat naturel de la grive de Bicknell. Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Environnement Vert Plus, avec une coalition avec d'autres organismes, vous avez fait une demande auprès du ministère des Forêts. C'est quoi exactement que vous demandiez? On demande que les coupes en altitude cessent, peu importe le prétexte, qui arrêtent en particulier les plans, ils appellent ça des plans d'aménagement spéciaux pour la tordeuse de Bourgeon de l'Épinette, là, qui arrêtent de faire ça quand c'est en altitude, particulièrement dans l'habitat de la grive de Bicknell. En haute altitude, c'est à partir de combien de mètres? On parle de 600-650 mètres d'altitude et plus. Là. À cette hauteur-là, la forêt a beaucoup de mal à se régénérer. Puis quand on enlève tout le couvert mature, bien, on enlève la protection de la régénération. Fait qu'après ça, les gros vents passent, les tempêtes, ils ramassent les petites repousses et c'est super difficile là, pour la régénération. Alors que si on laisse les vieux arbres morts, dégénérés, bien, ils offrent quand même un couvert à régénération. Puis ça fait en sorte que bien, la grive de Bicknell continue à nicher. C'est une espèce qui est menacée, la grive de Bicknell. Puis elle niche pratiquement juste dans les vieilles sapinières en altitude. C'est ça son habitat. Okay. Fait que chaque fois qu'on élimine une, même s'il y a la tordeuse dedans, on élimine une partie de son habitat. Là. Puis est-ce que les caribous y habitent près aussi de ces coupes-là? Bien, les coupes en altitude qu'on dénonce dans la réserve faunique de Matane, c'est à proximité du parc de la Gaspésie, c'est proche du Mont Logan, pas assez proche pour que le caribou se rende parce que le cheptel a beaucoup diminué, même si par les années passées, il y avait des caribous qui pouvaient se rendre jusque-là. Là, en tout cas, il n'y a pas d'observation récente là, dans ce coin-là. Mais, si on rétablissait la connectivité de l'habitat, si le troupeau grossissait, bien, éventuellement, ce serait de l'habitat potentiel à caribou. Là. Puis avez-vous le recensement de 2023 pour les caribous? Oh, on a fait une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Ils nous ont dit qu'ils allaient sortir ça dans les 6 prochains mois. OK. Ça veut dire que là, il en reste 3 ou 4, là. Puis, depuis que vous avez fait votre demande auprès du ministère des Forêts, avez-vous des nouvelles? Non. Non, ils ne nous répondent pas beaucoup, le ministère. À part quand quand ils ont l'impression qu'on est dans l'erreur, là, ils répondent. À propos du factuel de ce qu'on sort, mais sinon, ils n'ont rien dit sur celle-là. Là. À suivre. Merci. Ça fait plaisir. Une histoire d'intimidation à l'école Pierre-de-Lestage à Berthierville s'est transformée en arrestation et en événement qui a soulevé beaucoup d'interrogations dans la communauté. Et pour en parler, je rejoins Alain Bellumeur de CTRB. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, qu'est-ce qui s'est passé à l'école Pierre-de-Lestage?
Bien, évidemment, ça a débuté le 12 février dernier, après l'école, vers les 16h30. Il y a un parent qui est arrivé sur le site de l'école et qui s'en serait pris à un étudiant. Bon, évidemment, les policiers sont intervenus à la demande de l'école. Bien sûr. Ça a même été filmé. Il y a des gens qui ont filmé l'altercation. Et tout ça, le lien, c'est l'intimidation. Donc, le père voulait passer un message parce que son jeune, à lui, se fait intimider à l'école. Mais Alain, est-ce que c'est pas le rôle... Alain, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'école de veiller à ça? On ne peut pas se faire justice par soi-même. Ben, on nous dit à l'école qu'il y a des interventions qui sont faites, qu'il y a une équipe qui répond à ce genre de situation. Oui. Mais on voit que certains parents trouvent que c'est peut-être pas assez. Donc, il y a eu cet événement-là. Le père a été arrêté par les policiers. Il y a 2 jeunes de l'école qui ont aussi été arrêtés par la Sûreté du Québec. Donc, ça a créé tout un brouhaha dans la communauté. Et même en dehors. Oui, ça génère beaucoup de réactions, effectivement. C'est assez rare. Il y a des gens de l'extérieur qui ont même suggéré l'idée d'organiser une marche. Okay. Et finalement, ça a eu lieu. Ça a eu lieu samedi dernier, oui. Et il faisait très froid. Normalement, la marche aurait dû être dans l'après-midi pour voir qu'il y avait eu plus de gens. Il y en a eu 30 ou 40 environ qui sont venus, qui ont marché du centre-ville de Berthierville, du Vieux-Berthier, jusqu'à la Polyvalente, un peu pour passer un message et un petit peu en appui aux parents. Bon, il ne faut pas se faire justice, mais plusieurs personnes qui étaient là trouvaient que peut-être les intervenants qui normalement devraient agir, peut-être n'avaient pas assez agi. Je pense que vous avez recueilli des commentaires. Est-ce que c'est possible de voir comment les gens intervenaient? Parce que j'aimerais un peu mieux comprendre. Là, on appuyait qui dans cette manifestation-là? Dans le fond, c'était une marche contre l'intimidation. OK. Comment faire? Parmi les gens qui étaient présents, il y avait Jean-Sébastien Bourré, qui est porte-parole de la Fondation Jasmin Roy. Cette fondation-là lutte, entre autres, contre l'intimidation au niveau du Québec. On voit à l'image M. Bourré. Lui, n'en revenait pas des commentaires des parents présents, des jeunes qui étaient là aussi, qui racontaient des épisodes d'intimidation à l'école ou aux abords de l'école ou ailleurs, dans Berthierville. Et il n'en revenait pas et il trouvait important que ces gens-là témoignent. On a recueilli quelques témoignages de grands-parents, de mères, d'enfants, tout ça, mais il y en a eu beaucoup. Il y a même des jeunes, on ne les a pas sur l'image, là. Oui. On ne voulait pas à cause de l'âge, mais les jeunes aussi ont témoigné qui étaient intimidés parfois à l'école et on dirait que ça regroupe toujours les mêmes jeunes au niveau du problème. Est-ce qu'on peut écouter les témoignages que vous avez recueillis? Allons-y pour cet extrait. Bien, moi, j'invite les jeunes qui vivent l'intimidation, justement, à dénoncer. Ayez pas peur. Vous allez toujours avoir des gens en arrière de vous autres pour vous aider. Oui. Soyez sans crainte. Il va toujours avoir quelqu'un pour vous aider. Donc, dénoncer, c'est la seule chose pour être respecté. Oui. On n'a pas à sortir nos enfants d'école, mais plutôt les aider à continuer. Bravo. Mon neveu, au primaire, était intimidé, était taxé. Ferme aux oreilles de ses parents qui ont été à l'école régulière. Prendre un jeune, la rouiller la tête par en bas, jusqu'à temps que la tête touche au sol. C'est impardonnable. Ça commence à petite école, là. Oui, c'est ça ton neveu, là. Oui, à mon neveu. Voilà. C'est carrément dégueulasse. Ouais. Les parents envoient les jeunes à l'école pour les instruire, payer un bel avenir, pas pour faire écœurer par des petits morveux.
Et s'il y a des gens qui vivent de l'intimidation et qui ont de la difficulté avec ça, demandez de l'aide, communiquez. Si vous ne voulez pas parler à vos parents, il y a des numéros de téléphone qui existent. Voilà. D'appeler et de demander, ne serait-ce que de prendre le temps de le faire pour justement éviter un drame et de vivre dans la peine. C'est important. Dénoncer, c'est une chose, mais aussi de se donner des outils pour se donner de la force et du pouvoir de réussite. Alain, suite à ce témoignage, qu'est-ce qu'on peut attendre comme suivi ou comme retour? Parce qu'on le voit bien, c'est un problème qui est assez répandu quand même, là. Puis, ce qu'on nous dit par la Fondation Jasmin Roy, c'est que ce problème-là n'est pas juste à Berthierville, évidemment, là, dans beaucoup d'écoles primaires, secondaires, et il y a des choses à faire. Donc, je pense que c'est la sensibilisation dans un premier temps. On a dit, les gens qui étaient là, ils ont dit, on n'était pas nombreux, une trentaine, 40 personnes environ, mais on dit, on a posé un petit geste, mais c'était pour une grande cause. Fait qu'ils espèrent qu'il y aura des suites, ils espèrent que les autorités vont prendre encore plus au sérieux l'intimidation. Et il y a des moyens, comme avec la Fondation Jasmin Roy, ils ont des méthodes, des façons, ils peuvent intervenir, aider. Il y aura un site web ou une page web là, qui sera fait aussi pour l'école, c'est-à-dire pour Berthierville, si les gens veulent dénoncer l'intimidation. Donc, ça pourrait se faire ces jours-ci, là, ça pourrait s'ajouter à la panoplie de choses qui pourraient aider à ce que des drames soient évités. On nous a dit lors de la petite manifestation qui était très symbolique avec des chandelles, on nous a raconté l'histoire d'une étudiante qui, pendant un mois de temps, disait à ses parents, elle prenait l'autobus, elle allait à l'école le matin, mais jamais elle allait à l'école. Elle traînait dans les rues de Berthier pour ne pas aller à l'école, parce qu'elle était intimidée. Fait que c'est majeur, ça. Faut réfléchir à ça. En terminant, Alain, est-ce qu'on sait si des accusations vont être portées contre le parent qui a malheureusement décidé de se faire justice par lui-même? Au moment présent, on n'a pas l'information. Je sais qu'il a comparu pour voie de fait ou quelque chose comme ça. C'est à suivre. Même chose au niveau des étudiants. Ça va être plus difficile à suivre, mais sûrement qu'il y aura des sanctions contre les étudiants intimidateurs là, dans ce dossier-là. Mais je pense que l'école va prendre ce genre de situation-là encore plus au sérieux suite à la démonstration là, des parents. C'était évidemment assez émotif lorsque ces gens-là parlaient. Oui, on a pu le voir. Alain Bellumeur, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à cette situation. Je pense qu'il faut le dire, là, c'est vraiment pas seulement qu'à Berthierville que ça se produit, mais partout au Québec. Alors, en espérant avoir fait un peu œuvre de sensibilisation avec vous ce matin. Merci bien. Merci Alain, au plaisir. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia nous présente maintenant sa chronique « Bac vers le futur ». Il s'entretient avec Vincent Dufour de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis. Cette semaine, à la chronique Bac pour le futur, un 2 pour 1, on fait le suivi du projet de multiplateforme Matapédia Métis et on discute de bébé écologique. Je retrouve Vincent Dufour, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Oui. Donc, tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le projet de multiplateforme Matapédia Métis. Voyons, j'ai de la misère à dire Matapédia aujourd'hui. On a su qu'il y aurait un délai sur la réalisation du projet d'environ peut-être 2 ans. Alors, où est-ce qu'on en est dans le projet, justement? Oui, bien, le délai n'est pas exceptionnel. C'est que, dans le fond, il faut comprendre que quand le projet a été présenté de prime abord autour de l'année 2020, la date où le projet devait être concrétisé était pour le 1er janvier 2024.
date qu'on a déjà dépassée. Là. Donc, évidemment, on sait qu'il y a déjà un délai. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des délais, entre autres, dans la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement. Lorsque l'étude a été déposée au printemps 2022, il y avait eu, dans le fond, le ministère de l'Environnement avait 60 jours pour répondre avec d'autres questions par rapport à l'étude d'impact. Et quand ils nous ont répondu en juin 2022, on dit « Ah, il vous manque les questions des ingénieurs du Québec qui, eux, étaient en grève à l'époque. Okay. Ce qui nous a emmené en novembre, en fait, qu'on a eu les questions. Et là, évidemment, ça demandait d'autres petites études géotechniques. Là. Tout ça entraîne des délais, en fait, qui fait que des fois, on a les résultats, ça des discussions avec le ministère de l'Environnement, modifie un peu la conception. Si on modifie la conception, ça vient tout créer une chaîne de modifications pour s'assurer que le projet réponde à l'ensemble des règlements en vigueur, ce qui nous amène en fait à la possibilité de déposer en fait ce printemps les réponses au ministère de l'Environnement. Okay. Déposer les réponses au ministère, ça ne veut pas dire, et en fait envoyer ça au ministère de l'Environnement, eux vont l'analyser. Et après ça, eux, le but n'est pas de dire si oui ou non le projet est correct, c'est juste de dire si oui ou non l'étude environnementale du projet contient les informations nécessaires pour pouvoir faire l'analyse. OK, fait que c'est pas un OK encore. C'est pas un OK encore. Et une fois que c'est déposé, parallèlement, en fait, à ce qu'ils fassent l'analyse du dossier, il y aurait un BAP. En fait, le BAP, la régie a déjà pris une résolution pour demander le BAP. Fait que quand le promoteur demande le BAP, il y a automatiquement un BAP, et ce qui était une demande également de la population, des gens, puis tout le monde était d'accord avec ce principe-là. Donc, il y aurait un BAP par la suite, une fois que l'étude serait approuvée, dans le fond, pour analyse. Et après ça, il y aurait possiblement l'autorisation, le BAP qui met ses recommandations, l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et là, après ça, les appels d'offres, la construction et tout ça, on pourrait penser que ce genre de choses-là pourrait se faire dans le courant 2025 pour peut-être une mise en opération en 2026. On parle de 2 ans de retard par rapport à l'échéancier initial, mais on savait déjà qu'il allait avoir un retard. OK. Fait que c'est pas une surprise, là. C'est pas une surprise. C'est normal, en fait, dans ce genre de projet-là. C'est des projets qui sont très itératifs, dans le fond, où est-ce qu'on essaie des choses, on demande au ministère de l'Environnement, ils nous reviennent avec... Bon, il y a beaucoup de ça. Puis en bout de ligne, j'ai déjà mentionné à d'autres entrevues, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux que ça prenne plus de temps, mais que ça soit bien fait, que se dépêcher à faire le projet, puis qu'on ait oublié des choses. Tout à fait. Parce que là, est-ce que c'est officiel pour le site à Saint-Moïse ou l'étude va confirmer que c'est correct que ça se fasse à cet emplacement-là? L'étude est là justement pour confirmer ce genre de choses-là. Ça vient, fait qu'on a encore une couple d'années à travailler là-dessus. Exactement. On va passer au deuxième sujet, qui est bébé écologique. Oui. Donc, c'est quoi ça, bébé écologique? Bébé écologique, en fait, c'est que ça me prenait un titre du dernier mot vert qui a été publié. Puis, le flash a été bébé écologique, bébé écologique. Un mot que je pensais pas que tu allais me revenir avec ça aujourd'hui. Fait que... Il est écrit dans le mot vert. Mais oui, en fait, c'est que tout le monde qui a eu des enfants, tout le monde comprend. Un enfant, c'est plate à dire, mais ça pollue. Ça pollue, comme nous, ça consomme, mais en plus, ça consomme des couches, ça fait ses besoins. Pas nécessairement dans une toilette, ça mange beaucoup, mais ça mange pas son assiette au complet. Donc, c'est de comment faire pour que son bébé soit éco-responsable. Dans le fond, c'est la même chose que pour nous. Si on ne mange pas tout notre assiette, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Le bébé ne mange pas tout, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Exactement. Mais on peut commencer à la base, en fait, des couches lavables. Ça revient à la mode, hein? Ça revient à la mode, en fait. C'est-à-dire que, d'un des couches jetables, on comprend l'impact sur l'environnement. Beaucoup, il y a de la matière plastique là-dedans. C'est long à se décomposer. Un bébé, c'est dans sa vie d'enfant qui utilise des couches, c'est 1 tonne de couches que ça utilise. Okay. C'est quand même non négligeable. En y allant avec des couches lavables, dans le fond, on détourne ça de l'enfouissement. Des couches lavables, le principe, c'est lavable. On économise de l'eau aussi. Souvent, les gens se disent « Ah ouais, mais si je lave mes couches, je prends de l'eau. » Ouais, mais ça demande moins d'eau quand même laver des couches que la production des couches jetables. Donc, il y a un gain également environnemental de ce côté-là. Il y a un gain financier aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire l'acquisition de couches lavables et les laver que de faire toute l'acquisition de couches jetables sur toute la durée que l'enfant a besoin de couches. Donc, c'est extrêmement avantageux et ça revient à la mode. Puis en plus, avant les couches lavables, à une autre époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'était quelque chose avec les épingles et tout, mais maintenant, c'est des snaps.
C'est des choses, c'est des boutons à pression. Il y a des inserts dedans, puis on peut mettre une petite lingette pour ramasser le solide. Moi, pour l'avoir utilisé là, avec mon petit gars, c'était numéro 1. Puis c'était pas très compliqué. Puis même avec la garderie, des fois, on se dit, ah ben là, la garderie va-tu vouloir avoir des couches lavables? Écoute, nous, on demandait seulement, on disait, ben on donnait un sac avec des couches propres, puis un sac avec un sac vide, hermétique. Puis on disait, ben, tu mets les couches sales dedans, puis à la fin de la journée, ben, on s'en occupait à la maison. Puis c'était aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que jeter une couche dans une poubelle que de la mettre dans un sac qui est ramené, dans le fond. Exactement, c'est le même geste. C'est juste qu'il faut prendre l'habitude de... La garderie était bien contente parce qu'un bac à poubelle de garderie, ça se remplit très vite de couches. Fait que quand on lui enlève une bonne coupe de couches parce qu'il y a un enfant qui a besoin de moins de couches, il est bien content. Moi, on dirait que c'est complexe de changer nos habitudes. Ben, effectivement. C'est pas la même pédale. C'est comme, je suis habitué avec ma pédale de poubelle. mais puis pourtant, c'est un geste simple. Une fois qu'on prend l'habitude, ça finit que tu as pris l'habitude. Puis à l'inverse, tu vas aller quelque part qu'il n'y a pas le bac brun. Puis là, ton changement d'habitude va être, oh, il n'y a pas de bac brun. Puis ça va changer. C'est pas si compliqué que ça. Là. Mais as-tu l'impression que ça commence à changer les mentalités, que les gens utilisent de plus en plus le bac brun? Oui, bien, on le voit juste dans les chiffres. Là. À chaque année, il y a une augmentation de 10 % du bac brun graduelle. On le voit dans les bacs bruns, dans les rues, là, il y a de plus en plus de bacs bruns. Fait qu'il y a quand même une bonne utilisation. On travaillait encore plus fort en sensibilisation, en éducation pour que les gens l'utilisent plus encore. Mais les jeunes familles, pensez-y maintenant à l'utiliser. Bon. Mais Centre Dufault, merci beaucoup. Merci. Puis peut-être que je penserai à faire breveter ton titre bébé écologique. Je te le laisse avec plaisir. Merci. Pour plus d'informations sur les sujets qu'on a discutés aujourd'hui, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1138. À Saint-Casimir, l'entreprise Artefact Urbain, qui œuvre principalement en médiation culturelle et en mise en valeur du patrimoine urbain, déménage et s'en va à Saint-Marc-des-Carrières pour poursuivre son expansion. Un reportage de Charles Laviolette de CJSR. Installé depuis 7 ans à Saint-Casimir, Artefact Urbain vient tout juste de se porter acquéreur d'un nouveau bâtiment qui est davantage en adéquation avec ses besoins. L'entreprise, qui a connu une rapide croissance, se prépare à déménager à Saint-Marc-des-Carrières. Artefact Urbain, d'abord, on est une entreprise de Portneuvoise qui fait la mise en valeur culturelle. Une entreprise qui réalise des projets événementiels sur tout le territoire, je dirais, de la capitale nationale. On travaille aussi dans la région de Lévis. Et on a une vingtaine d'employés chez nous, puis on a une division donc événementielle, une division accompagnement culturel pour réaliser notamment des politiques culturelles pour des villes, des MRC. Et on a même une division qui date de 3 ans en archéologie, donc une équipe d'archéologues qui sont basés à Québec et on réalise des contrats d'archéologie partout sur le territoire de la province. L'entreprise et l'organisme, on s'est établis à Saint-Casimir il y a de cela 7 ans à peu près. Moi, je suis arrivée, j'ai acheté ma maison à Saint-Casimir il y a 8 ans, puis j'ai amené mon entreprise qui a grandi avec moi ici. On loue des bureaux depuis presque 5 ans maintenant là, à Saint-Casimir ici, puis on va déménager dans un bâtiment qu'on a acheté à Saint-Marc-des-Carrières très bientôt. C'est vraiment adapté, donc c'est très industriel comme bâtiment, mais c'est vraiment ce qu'on a besoin parce qu'on a d'abord beaucoup d'entrepôts, beaucoup de besoins d'entreposage. Des besoins de manutention, là, on a besoin d'avoir de l'espace pour bouger, un grand stationnement et de l'espace pour mon équipe. Puis là, donc, on va être en travaux parce que le bâtiment n'est pas tout à fait adapté. C'est juste un entrepôt en ce moment. Donc, on va y ajouter toute une partie bureau. Donc, 100% de l'équipe va être là maintenant. En plus de tous les services qu'elle offre, l'entreprise Artefact Urbain chapeaute également le musée ambulant, un organisme qui œuvre à démocratiser l'art, un concept qu'on nomme la médiation culturelle. Le
Le musée ambulant, c'est un OBNL culturel. La mission du musée ambulant, qui existe depuis maintenant 7 ans, c'est d'aller à la rencontre du public là où il se trouve. Donc, c'est un musée nomade qui se déplace. Alors, on va se déplacer dans les écoles, dans les festivals, dans les CPE, dans les centres pour personnes âgées, par exemple. Et on va installer une architecture temporaire, donc des chapiteaux. On présente des œuvres d'artistes en art visuel, en métier d'art professionnel. Et on fait vraiment découvrir les œuvres via la médiation culturelle. Donc, on a une équipe de médiation qui sont là pour discuter avec le public, présenter les œuvres, aller chercher leur réaction, si on veut. Donc, on se promène partout à l'année. Actuellement, on travaille à l'extérieur, dehors, dans des festivals hivernaux. La médiation culturelle, ça permet de démocratiser l'art, en fait, de rendre ça plus accessible. Ça va être quelque chose qui va parfois être intimidant, donc des projets culturels, de théâtre, de musique, de cinéma, même en art visuel. Donc, quand on n'a pas de repères ou quand on n'a pas d'explication, des fois, ça va être plus compliqué de bien comprendre les œuvres. Donc, ça nous permet d'être plus accessible, mais aussi d'avoir, je pense, une meilleure expérience artistique comme visiteur. Là, on a une meilleure expérience, puis on va s'en rappeler plus longtemps, à mon avis. Non, c'est pas grave, je vais monter, je vais... Et lui, fait qu'il faut vraiment voir... Ce qui est intéressant avec notre entreprise et notre organisme là, dans la région aussi de Portneuf, c'est que ça permet à des gens qui travaillent en culture de vivre de ça en région, parce qu'il y a quand même peu d'opportunités d'emploi au niveau culturel en région. On va surtout voir ça à Montréal, à Québec. Donc, ça offre en fait des emplois de qualité en culture, mais en ayant un cadre de la campagne. On peut habiter en région et avoir une job en culture, ce qui est quand même vraiment une fierté pour moi de pouvoir de proposer ça à mon équipe ici. Il y a beaucoup d'avantages pour moi d'avoir parti d'entreprise en région. D'abord, ça nous a permis d'avoir accès à la propriété comme individu. Donc, évidemment, les maisons qui sont moins chères. Donc, à partir de là, j'ai pu travailler de la maison et aussi économiser des sous au niveau de la location d'espace. Qui sont beaucoup plus chers à Québec. Nous, on était à Québec avant, versus en région. Donc ici, tu sais, ça nous a permis de payer un loyer qui est beaucoup moins élevé qu'en ville, d'avoir un plus grand pied carré et donc de croître plus vite parce que tes frais de fonctionnement, donc les frais de loyer, sont beaucoup moins élevés. Donc on peut grossir l'entreprise, engager des gens plutôt que de payer des loyers. Fait que c'est sûr que ça nous a permis, donc, plus qu'il y a de gens dans l'équipe, plus on peut faire de projets et plus l'entreprise grandit dans le fond. Donc, moi, je le conseille vraiment à tout le monde. J'accueille maintenant Marc Després de la TV Métis pour faire le point sur les actualités dans sa région. Marc, bonjour. Bien le bonjour. Marc, la question de la division des circonscriptions électorales, tant au fédéral qu'au provincial, on en discute encore beaucoup par chez vous. Bien, effectivement, on avait abordé quand même le sujet la dernière fois. Oui. On en a aussi parlé aussi du côté de la télévision de la Matapédia dans des reportages dans le bulletin des régions. Et tranquillement, ça se poursuit parce que ce n'est pas tout à fait réglé. Il y a 2 semaines, il y a eu l'étude du rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale du Québec. Oui. Et il y a le député de Matapédia là, qui y a participé dans une même semaine, non pas une seule fois, mais 2 fois dans la même semaine. Okay. Première allocution le mardi qui a duré à peu près 9 minutes. On l'a redemandé pour le jeudi. À ce moment-là, il a fait une présentation de 27 minutes. Et à ce moment-là, il est venu rappeler que c'est pas la première fois qu'on est touché au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, avec une refonte de la carte électorale. Oui. Si on recule un peu dans le temps, avec Matane-Matapédia, Matane a disparu en 2011 pour devenir comme Matane-Matapédia. Et il y a aussi des modifications qui ont été apportées au comté de Gaspé, une première fois en 1992 et ensuite en 2001, où on a intégré à ce moment-là Bonaventure. Et il a fait un certain exercice qu'il a présenté à ce moment-là. Donc, il a regardé ce qui se passe actuellement sur l'île de Montréal. Oui. Et lorsqu'on regarde l'île de Montréal actuellement, c'est 1 293 619 électeurs. Vous êtes précis, Marc? Oui. Oui, quand même. C'est pour 27 circonscriptions. Ça, si on fait une moyenne, ça fait 47 911, soit à peu près l'équivalent de ce qu'est actuellement
Matane-Matapédia. Donc, si on regarde proportionnellement, bien, ça veut dire qu'on pourrait, à ce moment-là, conserver notre comté de Matane-Matapédia. En tout cas, c'est ce que prétend à ce moment-là Pascal Bérubé. Et aussi, on pourrait garder l'intégralité de notre MRC parce qu'avec la nouvelle carte, on sait que notre carte actuelle, c'est 16 municipalités au niveau de la MRC de la Métis. Et à ce moment-là, ben, il y en a 4. On demeurerait la MRC de la Métis. Par contre, il y a 4 municipalités et un territoire qui se retrouveraient avec la nouvelle carte dans le comté de Rimouski. Donc, on ne respecterait plus l'intégralité à ce moment-là des MRC. La division naturelle des MRC. Dites-moi, Marc, il y a aussi la question de la grandeur du territoire. C'est plus facile couvrir une circonscription sur l'île de Montréal que d'arriver avec des circonscriptions par chez vous qui deviennent, parce qu'on ajoute du territoire de plus en plus grande. C'est un peu fou comme mandat ce qu'on demande aux élus avec des circonscriptions de cette grandeur-là. Et avec la carte actuelle, Pascal Bérubé, c'est 46 villes ou municipalités. Et là, ben, on en ajouterait de l'autre côté, du côté de Bonaventure. Et à ce moment-là, ben, on passerait à 51 municipalités pour le député. Et en plus, pour un seul député, effectivement. Donc, lui, il dit, ben, si on prend la Montréal actuelle, mais qu'on stabilise le tout peut-être à 25 donc circonscriptions pour Montréal. Donc, on vient d'augmenter la moyenne d'électeurs à 51 000, mais on pourrait à ce moment-là conserver ici Matane-Matapédia comme on l'a présentement. C'est sûr que du côté de Montréal, ben, eux ne sont pas tout à fait d'accord. Parce que eux, ça voudrait dire... La commission va rendre son rapport à quel moment? Est-ce qu'on le sait? À quel moment, du côté provincial, on va avoir une décision? Bien, présentement, il y a 7 étapes. Il y en a 3 de franchis jusqu'à maintenant. Okay. Il en reste 4. Et les dates ne sont pas encore identifiées. Par contre, donc il reste le dépôt d'un second rapport à ce moment-là. Un débat de 5 heures qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale. Dépôt ensuite de la décision à ce moment-là qui sera rendue. Et dépôt d'un rapport final. Et lorsque le rapport final sera déposé, ben, il en sera ainsi là, pour... il devra être entériné par l'Assemblée nationale. Et il faut dire aussi que quand même ici, on sait que du côté de Rimouski, c'est Maïté Blanchette-Vézina, qui est une représentante de la CAQ, même elle est contre cette idée-là. Ici, tous à l'Assemblée nationale, présentement, les 4 partis sont contre cette décision qui pourrait être prise du côté là, de la commission. Oui, et de cette circonscription provinciale, parce que si ce n'est pas réglé pour le provincial, ça commence à être assez réglé quant à la redivision du comté fédéral. Puis là, je vais regarder mes notes, là. Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, c'est tout un comté aussi avec lequel vous êtes pris maintenant au fédéral. Comment ça se dessine pour les prochains mois? Du côté fédéral, ça se dessine pas tellement bien parce que, bon, il y a eu la Cour fédérale là, qui a décidé de refuser de suspendre l'entrée en vigueur de la nouvelle carte fédérale. On sait qu'il y a Alexis Deschênes, l'avocat, qui tentait, lui, de réussir à avoir... Exactement, de bloquer cette décision-là. Et il a perdu sa cause en tant que telle. Par contre, il a indiqué qu'il reste encore certaines possibilités, donc il ne baisse pas les bras, mais le temps commence à compter, c'est quoi de le dire à ce moment-là, parce que au mois d'avril, le 23 avril prochain, la décision sera décidée. Définitive. Il faut prendre une décision. Oui, puis en fonction de la prochaine campagne électorale. Donc, à ce moment-là, la seule chose qui pourrait bloquer la décision actuelle, ce serait que des campagnes, que des élections soient lancées par M. Trudeau d'ici le 23 avril. Marc, mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là aux députés sortants? Parce qu'il y a un député qui se retrouve à plus de circonscription. Bien, exactement. Ici, c'est Christina Michaud. Qu'est-ce qu'elle va faire? De Mme elle, tant et son temps que la décision n'est pas arrivée, que la date du 23 avril n'est pas arrivée, elle persiste à dire que elle, son intention, c'est de représenter la circonscription d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Du côté de la députée de ce côté-là, elle a déjà, Mme Leboutillier, indiqué qu'elle allait briguer le suffrage de la future circonscription de Gaspésie-les-Îles, les Stigouiches. Donc, Mme Michaud dit, elle ne veut pas prendre des décisions, ne veut pas précipiter les choses à ce moment-là. Mais tout indique que l'on aura 2 députés sortants qui vont se présenter pour une circonscription fédérale chez vous.
Ben, c'est sûr que Mme Michaud doit décider, est-ce que je me dirige vers Gaspésie, les îles, l'Estigouche contre Mme Leboutier, ou je m'en vais carrément du côté de Rimouski, où il y a un autre bloquiste. donc, ça veut dire que les gens devraient choisir entre 2 candidats bloquistes comme futurs députés à ce moment-là. Du côté de Rimouski, M. Jonca est là présentement. Donc, c'est assez de ce côté-là. Oui, et ce sont effectivement de grandes circonscriptions. Donc, pour le métier de député, c'est pas évident. Et pour l'électorat aussi, de pouvoir avoir accès à son député, pas évident. Et dans notre cas, autant provincial qu'au fédéral. Marc Després, dans un autre ordre d'idées, on a un CPE qui souligne son 50e anniversaire. C'est pas rien quand même, 50 ans. Bien, effectivement, donc c'est du côté de Montjoly, le centre de la petite enfance, les petits Montois, qui effectivement souligne cette année son 50e anniversaire. On a même organisé le 5 février, 5 à 7, là, pour justement souligner le tout d'une belle façon. Et il y a l'historique qui a été présenté par nul autre que Anne Thivierge. Qui est Anne Thivierge? Bien, elle, sur les 50 ans, ça fait 42 ans qu'elle travaille pour le CPE à ce moment-là. Okay. Et elle a commencé comme étant une éducatrice, puis elle s'est retrouvée un peu plus tard comme directrice. Et il faut dire qu'au tout début là, de ce 5, lorsqu'on a créé justement à la création, donc ça ne s'appelait pas le CPE, parce que les centres de petite enfance n'existaient pas à ce moment-là. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça s'appelait Halte Garderie, Garderie Montjoly Incorporée. Et donc, comme on voit un peu sur les photos présentement à l'écran, donc ça a quand même créé, ça a créé une belle évolution, parce qu'en 1997, là, est arrivée la politique familiale, puis c'est à ce moment-là que le gouvernement du Québec a instauré. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de changer le nom pour qu'il soit un peu plus représentatif. Et donc, c'est là que le CPE des Petits Montois est né. Et c'est quand même intéressant parce qu'on est parti avec une seule installation pour une trentaine de places. Oui. Et en 2024, on a maintenant 3 installations à Montjoly et on peut offrir des services pour 118 places. Amen. Donc, oui, et semble-t-il qu'au niveau des places, là, on réussit assez bien à combler toutes les places. On sait que pendant la pandémie, ça a été peut-être un peu plus problématique. Oui. Exactement, mais maintenant, là, donc, à partir des attentes, on est capable de combler toutes les places. Donc, ça répond définitivement à un besoin criant. Donc, à ce moment-là, donc, oui, on a eu l'occasion donc de parler avec Mme Thivierge, qui, elle, a reçu, il ne faut pas l'oublier, il y a environ 2 ans, lorsqu'elle a pris sa retraite, la médaille de l'Assemblée nationale qui lui a été remise par le député Pascal Bérubé. Donc, vous étiez au 50e du Centre de petite enfance, mais vous étiez également à l'ouverture à Sainte-Luce d'une nouvelle auberge animalière. Parlez-moi donc de ça. Ben oui, donc le 15 février a eu lieu du côté de Sainte-Luce l'inauguration officielle donc de l'auberge chez Steph. Donc c'est ça, c'est une auberge particulière. Donc pour nos petits amis les pitous et les minous. Donc ça c'est quand on s'en va quelque part, on peut faire garder son animal. Exactement. Donc, on offre plusieurs services, puis c'est un grand bâtiment qui a été vraiment construit pour ça. C'est un rêve que M. Stéphane Lévesque avait. Lui, ça fait quand même une quinzaine d'années, une douzaine d'années qui est dans ce domaine-là, qu'il faisait pour différentes personnes autour de lui. Puis un jour, il s'est dit, il faudrait que j'ouvre une auberge à ce moment-là. Comme vous le voyez, c'est très luxueux. Ça ressemble à un hôtel. Hôtel. Absolument. Donc, il y a une section pour les chats et donc on a une section pour les chiens à ce moment-là. Il y a le téléviseur, comme vous le voyez. Il y a de l'ameublement sur place pour que le toutou soit vraiment confortable à ce moment-là. Oui. Le tout pour toutou et minou lorsqu'on se fait garder. C'est intéressant de voir. J'espère en tout cas qu'il va trouver une clientèle. En terminant, gros succès là, cette année à Sainte-Angèle-de-Mérisy pour la 2e édition du Ice Cross. Parlez-moi de ça un peu. On sait que l'an dernier, c'était un froid polaire, alors ça avait diminué les ardeurs l'an dernier. Comment s'est déroulée cette 2e édition? Bien, cette année, ça a eu lieu un petit peu plus tard, donc du 15 au 18 février. Oui. Côté température, une belle différence de 40 degrés quand même. C'était vraiment très froid
l'année dernière. Et tel que demandé par les athlètes à ce moment-là, l'année dernière, bon, on a beaucoup travaillé sur le parcours cette année, un parcours beaucoup plus difficile à ce moment-là qui permet d'avoir 3 catégories, les juniors, les hommes, les femmes. Okay. Et l'an dernier, on avait quand même accueilli 103 sportifs. Cette année, on en a eu 97. Et le parcours est difficile là, que lors des finales, il y a seulement 82 participants qui ont pu se présenter sur la glace, en quelque sorte, parce qu'il y en a une quinzaine quand même qui s'étaient blessés lors des qualifications. Donc, ça démontre vraiment... Au niveau de la participation des citoyens, ça a été comment, les spectateurs? Au niveau des citoyens, très intéressant. On parle d'environ 5 personnes sur les 4 jours. Bon, c'est sûr qu'une personne qui revenait de jour en jour, on la recompte automatiquement, mais quand même un très beau succès à ce moment-là. Et au niveau de la participation, sur les 5 activités qui ont lieu au monde, parce que c'est la seule de 1 au Canada, et de 2, c'est où l'année dernière et encore une fois cette année, c'est où on retrouve le plus de participants. Alors, il y a même des gens de la France qui se disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous faites au Québec pour réussir à attirer autant de participants? » Donc, l'accueil est pour beaucoup, le parcours, et les athlètes aiment vraiment venir ici au Québec pour cette activité. Et Marc, moi, je vous poserai une autre question. Dans les dernières semaines, on a vu que vous avez également accueilli un match des anciens Canadiens. Oui. C'est quoi cette culture du hockey dans votre coin de pays? Le hockey étant le sport national au Québec, mais il faut dire qu'on a des gens audacieux, des gens qui ont en bon québécois un fond de bœuf. Le maire de Saint-Angèle-de-Mérici, du côté du Ice Cross, là, il est vraiment dynamique depuis son élection. Et il faut dire qu'avant, à Saint-Angèle-de-Mérici, avant lui, il y avait beaucoup de chicanes. Et depuis son arrivée, lui est très ouvert aux idées des gens. Le conseil municipal les élus aussi sur place. Marc, est-ce que c'est lui qui est devenu préfet de la MRC également? Non. Lui, disons qu'il est producteur vidéo à sa proche compagnie qui s'appelle Magicam. Okay. Et donc, il n'y a pas la possibilité pour lui à ce moment-là de pouvoir se diriger vers la préfecture. Mais il faut dire que Bruno Paradis fait très bien le travail à ce moment-là. Donc, on a des gens dynamiques qui ont toutes sortes d'idées folles. Et d'ailleurs, l'autre idée que l'on a par rapport au Ice Cross, parce qu'on sait qu'ils ont un contrat de 3 ans pour tenir l'activité. Pour l'année prochaine, on aimerait carrément mettre en place une structure qui pourrait devenir permanente. Donc, peut-être située au même endroit, ou en tout cas à l'intérieur de Saint-Angèle-de-Mérici, mais en plein cœur du village, on a une montagne et on se dit, on a une montagne naturelle, tous les services s'y rendent. Donc, le maire se dit, pourquoi on n'utiliserait pas la montagne pour faire la compétition à ce moment-là? Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas des idées qui manquent. Alors, Marc et moi, de mon côté, je vous remercie de nous avoir fait le tour des actualités. Ça bouge par chez vous et ça a été un plaisir d'en faire le tour. Merci beaucoup, Marc. Et vous êtes les bienvenus chez nous. À Vaudreuil-Dorion, un forum communautaire se penche sur la place des jeunes dans la communauté. Un reportage de Chantal Bédard de cesure.tv. Le 10 novembre dernier s'est tenue la 3e édition du Forum communautaire de la ville de Vaudreuil-Dorion qui avait pour thème « La place des jeunes dans la communauté ». C'est quoi le premier mot que tu vas dire sur scène? Bonjour. Maëlys et Wally! Dans nos politiques, que ce soit la planification stratégique 2025, la politique familiale et des aînés ou l'ajout d'un volet jeunesse au budget participatif, nous reconnaissons l'importance de notre jeunesse. Quand vous avez des idées, mettez-vous pas de frein, particulièrement les jeunes. Vous n'avez pas besoin d'avoir le chemin précis ou la solution avant de soumettre une idée. Ça, c'est notre travail après ça avec l'ensemble des services de la ville puis des partenaires. Quand on a décidé de travailler sur la thématique des jeunes dans la communauté, c'était vraiment important pour nous parce que quand on a fait la politique familiale, une des actions qui était à prioriser, c'était vraiment de créer des milieux qui étaient favorables puis des outils pour permettre à nos jeunes de bien s'épanouir. On a fait des groupes de discussion. Puis aujourd'hui, on va vous présenter des résultats de sondage pour partager leurs préoccupations pour l'avenir de la communauté. Donc, on voulait vraiment s'assurer que les jeunes, c'était le point de départ de nos réflexions. Puis ils disaient, mais comment vous avez eu autant de résultats? Parce qu'on a eu plus de 600 jeunes qui ont participé à la consultation. Bravo! Et je crois que la gang terrain, là, ça mérite une main d'applaudissement.
Puis moi, mon travail qui est vraiment super, c'est d'accompagner ces jeunes-là dans la réalisation de ce qu'ils veulent faire au courant de l'année. Pas vraiment non plus au courant de ce qui se passait dans ma ville, parce que c'est un peu toujours très caché, moins publicisé dans mon jeune temps. J'étais plus impliquée justement à l'école, dans mon milieu scolaire. Des implications locales qui m'ont permis de développer une forme de leadership qui fait qu'aujourd'hui, je me suis sentie capable d'accompagner d'autres jeunes à s'impliquer en environnement. Ça vaut la peine de voir qu'est-ce qui existe, puis si on a des intérêts, de les creuser un petit peu, ça nous amène toujours loin. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, là, ce matin, c'est faire un gros brainstorm. Pas de limite. On se les fait dire ce matin. Là, toutes les idées sont bonnes, même une montagne de ski. Le mandat d'une maison des jeunes, si je pouvais le résumer, c'est de permettre aux jeunes de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Mon coup de cœur, ça a été qu'il y a un organisme qui permet aux bénévoles de venir bercer des bébés. Ça, je ne le savais pas. Puis ça m'intéresse vraiment beaucoup. L'idée qu'on a eue, c'est vraiment de faire une cuisine collective. Le nom de notre projet, c'est la Tablée des jeunes. Notre projet s'appelle Connais ta ville. On va les informer des activités que nos organismes communautaires et la ville est en train d'essayer de parvenir aux jeunes. Nous, on veut vous parler de la navette jeunesse qui serait pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion âgés de 12 à 25 ans. Ici, c'est le coop d'habitation pour les jeunes. Il y aura plein d'activités collectives comme le jardin collectif, des pièces collectives comme la cuisine. Et il y aura beaucoup d'espaces verts. Et que souvent, on parle qu'on veut développer des projets, des loisirs, mais des fois, la vie est un loisir. Fait qu'il faudrait penser à sécuriser la vie pour nous permettre d'avancer aussi en tant que jeunes. Ah, là! Dans Charlevoix, la dernière édition de la Virée nordique a été lancée avec un grand hommage au réputé Pierre Lavoie. Durant cette soirée, le thème des saines habitudes de vie a été présenté comme un enjeu majeur de santé publique. Cette année, la Virée nordique de Charlevoix avait comme président d'honneur le réputé Pierre Lavoie, originaire de L'Anse-Saint-Jean et cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, également connu comme conférencier, triathlète et entrepreneur social. Le 16 février dernier, il a participé à une nouvelle activité proposée par la Virée nordique et intitulée Planeta Luna, une activité qui précédait, un grand hommage qui lui était dédié. Ce fier résident du Saguenay se considère comme très proche des Charlevoisiens. Je fais du ski dans les montagnes derrière le Mont-Édouard. Et d'en haut, je vois le Mont-Élie, je vois les Hautes-Gorges. Puis l'été, en ville de montagne, je fais le grand tour de 84 km où je m'en vais aux Hautes-Gorges, puis je reviens à Anse-Saint-Jean. Donc, on est vraiment on est l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, notre région a été colonisée par la coulée Girard, qui était dans la Haute-Gorge à Rivière-Malbaie, qui nous amenait à Anse-Saint-Jean, qui était le berceau de notre région, et la baie ensuite. Donc, je connais mon histoire. Donc, nos origines, bien entendu, sont d'ici. Puis maintenant, on a une région de 275 000 habitants. Puis on a une proximité, puis une affinité. Pas juste génétique, là, aussi dans l'attitude des gens. On a la même attitude de combattant. Il constate que son travail de sensibilisation des 20 dernières années commence à porter fruit. C'est un travail de longue haleine, hein, sur 20 ans. Un travail, au début, tu prêches un peu dans le désert, tu reçois un peu de support, et la roue se met à tourner parce que c'est le gros bon sens. T'sais, je savais qu'un jour... Et plus ça va avancer, plus ça va s'accélérer, la prévention, autant des maladies héréditaires que dans la santé humaine. Donc, c'est une logique même. Là. Il fallait juste partir quelque chose puis que les gens puissent le nourrir de par eux-mêmes, parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire seule. Et aujourd'hui, je suis content de voir que j'ai plein de disciples. Comment vous qualifieriez l'effet boule de neige des 20 dernières années de ce que vous avez entrepris comme mobilisation? Bien, le modèle... On est parti de où? On est rendu où? Bien, on est parti de maladies débilitantes, graves, génétiques. Aujourd'hui, on a un dépistage génétique qui nous empêche, finalement, qui règle le problème. Ça, c'est pas mal réglé pour notre région de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.
Par Au la niveau suite, des saines habitudes de vie? Ouais. Bien, au niveau des saines habitudes de vie, c'est plutôt préparer les jeunes dans les écoles. Aujourd'hui, ils ont 26 ans. Les jeunes qui ont fait des cubes à l'époque, puis aujourd'hui, je les rencontre, ils sont devenus journalistes, ils sont enseignants. Et quand j'arrive dans une entreprise, je fais lever la main à ceux qui ont fait des cubes, puis souvent le quart des jeunes. Et quand j'arrive dans une université, les étudiants à l'université, 100% des jeunes ont fait des cubes. Donc moi, ils montent une armée qui a été préparée depuis 16 ans, qui maintenant va arriver pour prendre la relève au niveau de la prévention. Son travail et ses actions ont inspiré beaucoup de Québécois, comme en témoigne Émilie Richard de l'organisme Les Chèvres de Montagne et la très connue Josée Lavigueur, qui ont pris la parole lors de l'hommage. Mais c'est sûr que c'est un immense, bel exemple d'action qui a un impact sur toute la jeunesse, là, donc de semer des nouvelles idées, de la motivation pour les plus jeunes à essayer des nouveaux sports, à oser, à sortir de leur zone de confort. Fait que c'est vraiment un beau modèle pour les plus jeunes, mais pour toutes les générations. Pierre, j'ai entendu parler de Pierre, j'étais à Salut Bonjour, et on entendait parler de sa mission, on entendait parler de ses projets, et moi, ça m'allumait beaucoup parce que ça a toujours été mon message, de bouger dans le plaisir. Donc, tout de suite, j'ai fait Pierre, je veux qu'on travaille ensemble, je veux collaborer avec toi, puis l'équipe de Pierre avec Germain m'ont fait signe, ils sont venus me chercher. J'ai vraiment le grand privilège d'animer à chaque année les grandes marches du Grand Défi. Puis c'est tellement un bonheur de voir les gens marcher, de voir les gens de tous les groupes d'âge, de toutes les conditions physiques qui font comme, sais-tu quoi, j'embarque, moi aussi je veux un Québec en meilleure santé, moi aussi je veux un Québec qui bouge et qui prend une action. Et c'est ça que je disais ce soir lors de l'hommage à Pierre. Tu sais, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ont des idées, on pense à plein de monde, pas juste aux politiciens, tu sais, il y a plein de monde qui ont des idées, mais Pierre, c'est un gars d'action. Et on aime les gens d'action. Moi, j'aime les gens d'action, surtout quand c'est pour faire bouger le Québec dans le plaisir, quand c'est pour passer le message de « Hey, on peut-tu arrêter de se mettre de la pression, de se comparer, de penser à de la performance? Ce qu'on veut, c'est vieillir en santé. Puis pour faire ça, bien, il faut bouger toute notre vie dans le plaisir. » Durant son discours, Pierre Lavoie a présenté certains éléments de son livre « Il faut que ça bouge », qui dresse, statistiques à l'appui, un portrait sombre de l'état de santé des Québécois. Les tests qu'on a fait en 1982 sur la condition physique des jeunes au secondaire, sur 3500 élèves à travers le Québec, aucun des deux groupes, filles et garçons, s'approchait de la ligne rouge d'un VO2 max exécrable, qui t'amène à avoir des problèmes de santé très tôt dans ta vie. Et quand on a refait le test en 2017, juste avant le COVID, 69% des jeunes filles et 56% des garçons avaient franchi la ligne. Ça veut dire que c'est des VO2 max exécrables qui t'amènent à avoir un syndrome métabolique dans la quarantaine. Donc hypertension, cholestérol élevé, diabète type 2 combiné. Ces jeunes ne seront pas assurables, ils seront pas employables. Donc on se dirige vers une catastrophe nationale. Et si on ne prend pas le taureau par les cornes, on ne change pas la dynamique, oui, on garde la population qui vit, qui demande beaucoup de soins et de coûts en santé, mais derrière, il y a un tsunami qui s'en vient. Il garde toutefois espoir en la capacité des Québécois d'innover et d'être encore une fois un modèle en matière de santé publique. Donc, on va revoir le modèle au Québec. On est les premiers qui vont le revoir. Bien entendu, un jour, on se demandera ce qui s'est passé en Amérique. Le Québec aura donné le ton, comme on l'a donné avec les CPA, et le Québec est en train de le reprendre. Moi, j'y crois, fondamentalement. Et quand je vois plein de groupes de jeunes qui sont prêts à aller à la guerre, il faut monter une armée. Parce que présentement, il y a une armée qui travaille sur le curatif. Il faut monter une armée qui va travailler sur le préventif. J'y crois parce que, malgré nous autres, le coût de la santé l'année passée avait atteint 59 milliards et on l'annonce en mars prochain à 66 milliards. Jamais, quand on est assis à la table de la santé au Québec, jamais que le préventif l'emporte sur le curatif. Donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est créer un ministère de la Santé et en parallèle avoir un ministère de la Maladie. Et le ministère de la Santé aurait des budgets, un ministre, et le but, c'est de garder la santé de ta population le plus longtemps possible. Et le système de santé, maintenant, a son propre véhicule. Le problème, c'est qu'il est assis à la même table, et Horacio le sait, les budgets, c'est beaucoup plus facile de les mettre dans le curatif, ça rapporte des votes. Tout en reconnaissant que la situation n'est pas idéale, Horacio Arruda, du ministère de la Santé publique, garde espoir. Est-ce que vous avez vu, dans le courant des dernières années, on parle quand même depuis plusieurs années, c'est en cours,
Est-ce que les comportements des Québécois ont changé en matière de prévention puis d'activité physique? Bien, écoutez, je pense que ça s'est amélioré comme tel. On n'est pas encore assez élevé comme on voudrait l'atteindre. Notamment, on sait qu'une proportion des jeunes sont de plus en plus inactifs comme tel, mais en général, et Pierre le mentionnait tantôt, l'espérance de vie des Québécois, elle est une des meilleures en Amérique du Nord. Maintenant, il faut maintenir l'espérance de vie en bonne santé, mais je pense qu'on est dans un mouvement là, qui s'installe comme tel. On n'a pas encore atteint les taux qui seraient, à mon avis, idéal, mais ça s'en vient. Le mot de la fin revient à l'initiateur de cet hommage, le Dr Jean-Luc Dupuis, pour qui ce rassemblement de différents acteurs de la santé publique, réunis pour rendre hommage à Pierre Lavoie, est un pas de plus vers la mise en place d'une véritable politique de santé publique basée sur la prévention. Ce soir, on a l'impression que vous avez fait de la politique pour la santé publique. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. C'est parce qu'il faut une certaine pression pour que ça bouge. Et on ne peut pas faire de pression sans qu'on ait des alliés. Alors, je pense qu'on est sorti ce soir avec des alliés. On a des alliés en politique que notre député. On a des alliés avec M. Arruda. Et ces gens-là, il va falloir qu'ils passent maintenant à l'action. À Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, dans les locaux de la Corporation Entre Ciel et Marée, se trouve un planétarium gonflable. Un reportage de Mario Lacombe de CEMA TV. Nous sommes à l'église Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, plus précisément dans les locaux de la Corporation Entre Ciel et Marée de Montmagny. J'ai avec moi le président de la Corporation, M. Denis Martel, qui va nous parler de la mission de la Corporation et de cette acquisition qu'ils ont faite dernièrement, ce merveilleux planétarium gonflable. Monsieur Martel, bienvenue. Tout d'abord, vous allez nous parler de la mission de la Corporation Ciel et Marée de Montmagny. Mission très simple, vulgariser les sciences en général via le portail de l'astronomie, avec toujours un objectif ludique. C'est un organisme sans but lucratif? Absolument. Et puis, dernièrement, vous avez fait l'acquisition de ce merveilleux planétarium gonflable. Avant d'en parler plus précisément, il a fallu des sous. Vous êtes pris comment? Alors, c'est vraiment la MRC de Montmagny, les 14 maires, qui ont accepté de nous financer à 80 %. Et le restant, ça a été une campagne de sociofinancement avec les entreprises et la population de la MRC. Donc, un gros projet, on parle de 75 000 financé à hauteur de 60 000 par la MRC. Vous allez nous parler maintenant de cette merveilleuse machine qu'est le planétarium gonflable. Ça sert à quoi et vous allez faire quoi avec tout ça? Expliquez-nous le fonctionnement de cette merveilleuse machine. Alors, c'est un ciel étoilé complet en virtuel grâce à un puissant projecteur laser et un logiciel d'astronomie dédié qui vient d'Espagne. Alors, on peut représenter au complet n'importe quel événement astronomique dans le temps, à la vitesse qu'on veut, pour le public que l'on veut. Donc, on va se promener, on va rester ici, on va aussi se promener dans les camps de jour, dans les écoles. On a beaucoup de projets à faire avec ce ciel à portée de main mobile. Vous accueillez combien de personnes à la fois? Au maximum 15 enfants. On parle surtout une dizaine d'adultes maximum. Je sais que vous allez avoir une porte ouverte. Vous allez nous en parler de la porte ouverte, justement. Alors, samedi après-midi, le 2 mars, ici, à la sacristie de l'Église de Saint-Pierre, entre 1h l'après-midi et 5h, nous attendons le public pour une démonstration en direct de cet objet, de cette acquisition et de nos autres équipements. Donc, samedi, le 2 mars, ici, à l'Église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Parmi les activités que vous comptez couvrir, on va dire ce printemps, cet été, cet automne, est-ce qu'il y en a des spéciales que la population est invitée à venir participer? Absolument, il ne faut pas manquer ça. L'éclipse solaire du 8 avril en après-midi, alors de 2h à 5h moins quart, avec un maximum à 3h30. Ici, dans la MRC de Montmagny, à Saint-Pierre, ça va être partiel à 98 %, mais c'est un phénomène rare. Ça ne revient pas avant 2106. Alors, vous êtes tous invités à venir observer ça gratuitement dans le stationnement de l'église. En terminant, si les gens veulent avoir de l'information, veulent voir un peu comment fonctionne votre organisme, vous avez un site web, une page Facebook? Absolument. Tapez Corporation Entre Ciel et Marée, soit sur Facebook ou Google, et vous allez savoir tout ce qui se passe parmi les passionnés d'étoiles. M. Martel, on vous souhaite une bonne saison avec votre planétarium gonflable. Puis on va venir, nous aussi, voir qu'est-ce que ça va avoir l'air à l'extérieur. Avec grand plaisir. Vous êtes tous bienvenus. Merci.
C'était Mario Lacombe au planétorium gonflable à l'église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud pour CEMA TV. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.